Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre chaîne de télévision, la chaîne de la diversité, la S-Télé, la voix de la diversité, votre voix, et plus précisément dans mon émission Neurones, qui a aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir dans mes studios ici le professeur Stéphane Delis, qui est professeur à l'Université de Montréal, en faculté de médecine. Et j'ai l'honneur de recevoir Stéphane Delis. D'ailleurs, sans tarder, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Stéphane. Et merci d'avoir consacré cette matinée, parce qu'il faut le dire que c'est 10 heures du matin. Et c'est pas facile d'avoir un rendez-vous avec un professeur qui a un programme aussi très riche et très chargé. Merci encore une fois d'être là, monsieur Stéphane. Ça me fait plaisir. Merci à vous de l'invitation. Merci beaucoup. Sans tarder, monsieur Stéphane, nous allons surtout parler, ou vous allez surtout nous parler de vos travaux et surtout du projet que vous avez initié il y a quelques années, si je ne me trompe pas, et le diplôme que vous avez initié au niveau ici au Québec, qui s'appelle donc le certificat au niveau de l'université de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. De Rouyn-Noranda, oui. Exact. Donc, c'est certificat d'anesthésiologie et certificat en soins critiques. C'est-à-dire les soins critiques, pour ceux qui viennent d'Europe, c'est tout simplement la réanimation. Donc, un certificat d'anesthésiologie et des soins en réanimation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment ce projet est né? Oui, donc, effectivement, c'est un certificat très spécialisé qui est né en Abitibi-Témiscamingue, donc plus spécifiquement à l'UQAT, qui est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Et donc, en 1997, donc ça date déjà de plusieurs années, où comment est né le projet? Je travaillais avec un anesthésio-logiste qui est Dr Hugues Germain, à l'époque à l'hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. Et on s'apercevait qu'il y avait un manquement au niveau de la formation initiale des inhalothérapeutes. Donc, inhalothérapeute, au bloc opératoire, c'est la personne qui assiste l'anesthésiste lorsqu'on endort le patient. Et on a eu l'idée de partir une formation supplémentaire, donc un certificat de quelques crédits universitaires pour combler les besoins de ce spécialiste-là au bloc opératoire. Et après ça, on a accolé, on a attaché aux soins en anesthésie, on a attaché les soins critiques. Comme vous avez bien dit, les soins critiques, c'est les patients qu'on retrouve soit à l'urgence, soit les patients qu'on retrouve aux soins intensifs, des patients qui sont gravement malades. Donc, on a attaché un volet spécifique en soins critiques pour améliorer encore là les compétences des inhalothérapeutes qui travaillent conjointement avec les intensivistes, les urgentologues et les anesthésiologistes. Donc, le certificat a débuté officiellement en 1999. Donc, depuis ce temps-là, il est sous forme médiatisée. C'est la chose qui est intéressante, c'est-à-dire les inhalos peuvent améliorer leurs compétences à la maison. Donc, on est filmé. Aujourd'hui, on a passé de VHS aujourd'hui directement sur la consultation web. Donc, puis le certificat est renouvelé de façon très, très fréquente pour garder les mises à jour pour les professionnels de la santé, spécifiquement inhalothérapeutes. Donc, si vous permettez, donc ce certificat qui je pense, avoisine quelques crédits, je pense qu'il y a 30 crédits dans le certificat. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de l'université, elle s'adresse uniquement, exclusivement aux inhalothérapeutes, ou bien ou est-ce que ça peut aussi intéresser d'autres médecins? Il y a d'autres professionnels, c'est exclusivement disponible aux inhalothérapeutes pour l'obtention du certificat, donc de la diplomation. Par contre, il y a des étudiants libres qui s'intéressent effectivement au programme, aux formations. Donc, il y a eu des infirmières qui se sont intéressées au certificat, mais comme étudiants libres, donc ils n'ont pas accès à la diplomation finale, mais pas de médecin par contre. Il n'y a pas eu de médecin pour cette forme de certificat-là. Très bien. Donc, est-ce que la formation, elle se fait, comme vous venez de le préciser, par correspondance exclusivement, ou bien est-ce que l'étudiant devrait aussi se déplacer? Non, la formule
hyper intéressante. Donc, on sait très bien que les professionnels de la santé aujourd'hui, vous en entendez parler beaucoup, les infirmières qui sont débordées. C'est la même chose pour les inhalothérapeutes. On entend moins parler, mais ça fait partie aussi du quotidien d'avoir des professionnels de la santé ultra débordés. Donc, la formule de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue d'offrir un certificat médiatisé où l'étudiant n'a pas à se déplacer, hein, une formule où l'étudiant étudie de la maison. Le seul déplacement, c'est pour écrire l'examen. Donc, une fois, et l'examen, on essaie d'accommoder tout le monde, de trouver une adresse tout près des lieux domicile des gens pour éviter les déplacements prolongés. Donc, c'est une formule hyper intéressante avec les gens qui ont des familles, les gens qui travaillent beaucoup, de permettre d'améliorer leurs compétences ou maintenir leurs compétences dans la maison, assis dans leur salon. Donc, une question aussi pertinente avant de passer peut-être à d'autres sujets. Est-ce que aussi les étudiants, puisque c'est par correspondance et aujourd'hui avec les médias sociaux, Internet, etc., est-ce que c'est pas aussi ouvert pour les étudiants étrangers, c'est-à-dire quelqu'un qui est aujourd'hui qui est à Paris, qui nous à Alger ou à Casablanca ou à Tunis ou à Ouagadougou, donc et qui peut-être souhaiterait effectivement avoir cette formation. Est-ce que c'est accessible pour eux? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est très peu connu pour l'extérieur du Québec, mais c'est ouvert à tout le monde. Effectivement, étant donné que c'est médiatisé, on peut penser aux kinésiologues, on peut penser aux physiothérapeutes en Suisse, on peut penser aux infirmières dans les autres pays où le travail est très, très, très près du travail d'inhalothérapeute au Québec. Donc, oui, c'est ouvert à tous, mais malheureusement, on n'a pas encore eu d'inscription de gens à l'extérieur du Québec. On a eu quelques inscriptions, je vous dirais, le côté francophone de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, mais jamais de l'extérieur du Canada. Eh bien, on souhaite peut-être, c'est l'occasion à travers la STL et à travers cette information que nous passons aujourd'hui, qu'il y ait justement des étudiants d'autres territoires, c'est-à-dire de l'étranger, qui veulent s'inscrire. Il faut bien le rappeler que ce certificat est donné en langue française. Donc, tout à fait. Donc, mais c'est ouvert aussi à tous ceux qui maîtrisent d'autres langues. Donc, je ne pense pas qu'il y a une restriction là-dessus. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, si... je pense que ce certificat est ouvert à tous. Vous avez reçu l'information et j'espère que dans un avenir proche, pourquoi pas, vous aurez évidemment des inscriptions d'un peu partout et pourquoi pas des jeunes médecins aussi qui veulent aussi améliorer leurs compétences justement dans matière d'anesthésiologie et aussi en matière de réanimation et comme on dit ici en Amérique du Nord, les soins critiques. C'est très important effectivement aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une situation où il n'y a pas de frontières pour justement passer le savoir et passer l'information. Je vous remercie énormément concernant ce point-là qui est justement le diplôme de certificat d'anesthésiologie et des soins critiques. Mais aussi, il n'y a pas que ça que vous avez, je dirais, heureusement créé. Et on vous remercie énormément et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu justement à parler de vos œuvres, enfin, si vous permettez un peu l'expression, et de vos créations. Vous avez créé aussi la Société internationale qu'on appelle la Société internationale de la ventilation artificielle. De la ventilation artificielle pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Qu'avez-vous à nous dire concernant... C'est quoi la ventilation artificielle? Comment cette idée de cette Société internationale de ventilation artificielle est née? Bon, tout d'abord, il faut dire que la Société internationale en ventilation artificielle est née en premier lieu par la réalisation du diplôme international en ventilation artificielle. La première chose qui est arrivée, c'est le diplôme, en 2008. Et pur hasard, donc je vous dirais que moi j'ai assisté à beaucoup de congrès internationaux, donc congrès en Europe, et le diplôme en ventilation artificielle existe déjà en France depuis plusieurs années. Et j'ai eu l'idée d'approcher une sommité internationale en ventilation artificielle qui est professeur Laurent Brochard, qui est médecin à St. Michael's, Toronto, mais à l'époque, il travaillait à Créteil, en France. Après une de ses conférences, je l'ai approché en lui disant, mais oui, je le sais qu'il y a un diplôme en France qui existe spécifiquement sur la ventilation artificielle. Est-ce qu'on pourrait exporter cette formation-là au Québec? Et la réponse, elle a été oui.
Mais oui, en se disant, bon, ça se réalisera jamais. Par contre, je suis arrivé 6 mois plus tard dans un autre congrès en Belgique, avec une autre rencontre avec professeur Brochard et avec un de ses collègues, qui est professeur Alain Mercat, qui travaille dans la réanimation à Angers, en France. Et moi, je suis arrivé déjà très préparé. J'avais déjà 60 inscriptions. Et là, eux, ils m'ont dit, OK, comme ça, il faut vraiment faire les topos, il faut se préparer, on va vraiment à Montréal faire ça. Oui, oui, vous allez venir à Montréal. C'est prévu, dans 6 mois, on fait le diplôme. Donc, c'est né comme ça en 2008, juste par une communication avec une sommité internationale. Et un peu plus tard est arrivée l'idée de la Société savante, donc la Société internationale en ventilation artificielle, qui a 2 volets, 2 objectifs, c'est-à-dire de maintenir le niveau de compétence par la formation continue, par une formation de haut niveau, dédiée à tous les professionnels de la santé qui travaillent en soins critiques, en réanimation. Donc, on parle de réanimateurs, donc d'intensivistes au Québec, mais de réanimateurs en France. On parle également d'anesthésiologistes, on parle des étudiants en médecine, des résidents, les fellows, on parle des inhalothérapeutes, on parle des infirmières, on a eu des pharmaciens, on a eu vraiment plusieurs... C'est vraiment multidisciplinaire. C'est très multidisciplinaire. Donc, c'est né comme ça en 2008. Donc, ça fait déjà 10 ans, le diplôme existe, et 10 ans où on a eu des participants de partout. La beauté avec le diplôme, c'est qu'on reçoit la francophonie partout dans le monde. Donc, on a eu des inscriptions de l'Algérie, du Maroc, de la France, Canada francophone. Donc, on a eu vraiment une belle diversité. Aujourd'hui, pour l'édition qui va avoir lieu en 2018, en septembre 2018, je vous dirais que pour l'instant, on a plus d'inscriptions hors Canada que du Canada. Donc, on voit que le diplôme rayonne de plus en plus à l'extérieur du Canada. Donc, c'est-à-dire que ce qui prouve qu'effectivement, cette société a bel et bien été enrichie par l'apport aussi de tous les médecins, tous les professionnels, si j'ose dire, de la santé d'un peu partout dans le monde. Donc, mais dans cette société, pourquoi vous l'avez appelée artificielle? C'est-à-dire pour peut-être ceux qui nous écoutent. Donc, ventilation artificielle, on peut en parler beaucoup parce que c'est un terme qui est de moins en moins utilisé. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ventilation mécanique que de ventilation artificielle. Ventilation artificielle, c'est tout simplement parce qu'on trouverait l'acronyme DIVA et SIVA très simple. Très simple. Et très facile à prononcer, tandis que ventilation mécanique, on ne peut pas trop faire d'acronyme avec ça. Mais ventilation artificielle ou ventilation mécanique, c'est quoi au juste pour le public en général à la maison qui ne savent pas trop de quoi on parle présentement? On parle de patients qui ne sont pas en mesure de maintenir leur respiration de façon normale par eux-mêmes. Et à ce moment-là, on doit utiliser des machines pour prendre en charge leur respiration. Pour ce faire, on doit introduire un tube dans la gorge, dans la trachée. Et ce tube-là, il est attaché à une machine qu'on appelle un respirateur ou parfois ventilateur. Et c'est pour ça qu'on prend le terme soit ventilation artificielle ou ventilation mécanique, dont cette machine-là va prendre en charge la respiration du malade ou va tout simplement supporter la ventilation du malade. Et on voit très bien que la formation qu'on a construite en 2008 répond à un besoin très spécifique où les gens ne savent pas trop ou n'ont pas nécessairement les outils pour s'assurer de bien supporter ou de bien ventiler, on dit ça, ventiler, donc apporter de l'air dans le poumon. Pourquoi que c'est important de faire ces formations-là? Il faut dire que c'est pas normal de pousser de l'air dans le poumon, c'est pas normal, hein? C'est pas la façon physiologique de respirer. Et de pousser de l'air dans un poumon, on peut endommager encore plus le poumon. D'où l'importance d'avoir une formation dédiée aux professionnels attachés aux soins critiques pour donner la meilleure information pour protéger notre poumon. Pour protéger notre poumon, parce qu'on ne veut pas l'aggraver, hein? On ne veut pas rendre le poumon plus malade. Hein? C'est ça, donc ce que j'essaie de comprendre, effectivement, quand vous dites que cette ventilation ou que cette assistance respiratoire à l'aide des machines, à l'aide des ventilateurs ou des respirateurs, donc bien sûr nécessite une formation
parce que, évidemment, dans les deux sens, on pourrait aussi endommager ou créer je dirais, des dommages ou des blessures au niveau des poumons qui est déjà affaibli par la maladie. Justement, donc cette société internationale de ventilation artificielle, j'imagine qu'elle organise donc des journées, qu'elle organise donc des séminaires, des colloques, des rencontres, donc qui regroupent les professionnels de la santé. Quel est, pendant ces rencontres, quel est le thème qui vous revient souvent? Quel est le thème le plus fréquent que vous abordiez? En termes de formation, le thème le plus important, celui qui est le plus demandé, c'est le thème de la ventilation dédié au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, il faut dire que la RDS est un syndrome très, très, très complexe. Hein. Mais juste pour vous dire, pour les gens à la maison là, qui entendent pour la première fois le terme ARDS ou SDRA, donc le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Juste pour vous dire, c'est un poumon qui devient dur comme ça. Hein? Vous entendez bien, j'espère? Ça devient dur comme la roche. Donc, le poumon est très difficile à ouvrir, à s'expandre, à se dilater. Donc, ça, c'est vraiment le terme qu'à chaque fois, on ne peut pas passer à côté. Les gens nous redemandent de parler de la ventilation spécifique dans ce syndrome-là. Et ce syndrome-là peut arriver à monsieur, madame, tout le monde. Hein? Il peut arriver après un accident d'automobile, parce qu'on a eu un impact sur la cage thoracique. Donc, ce n'est pas une maladie chronique, c'est une maladie aiguë. qui peut arriver. Un patient qui a fait une descente de ski, qui a trébuché, un patient qui a un accident d'automobile. Donc, on n'est pas à l'abri un jour on est tous exposés, de faire face à ce syndrome-là. Et ce syndrome-là aussi apparaît dans le cadre de grippe. Hein. Vous avez peut-être connu la H1N1, hein, peut-être vous avez connu un peu ça. Donc, ce thème-là qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le poumon qui devient dur, peut arriver face à des traumas, mais peut arriver aussi par une mauvaise grippe. Hein. Une mauvaise grippe où on a le poumon décompensé, le poumon est devenu très malade et le patient devient très difficile à expandre, à dilater le poumon. Justement, donc, il faut le rappeler, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ouais. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, que les professionnels de la santé, en abréviation, ils disent SDRA. Tout à fait. SDRA, donc c'est en abréviation. Vous avez parlé évidemment qu'on peut avoir malheureusement ce syndrome ou cette problématique d'une manière aiguë, à la suite d'un traumatisme, à la suite d'un accident. Mais aussi, vous avez cité donc les grippes. Ouais. Ça, c'est important. Justement, il y a plusieurs types de grippe, donc plusieurs types de virus, certainement. Donc, comment, parce qu'on pose cette question, comment quelqu'un d'une grippe très simple pourrait justement arriver à ce syndrome de détresse respiratoire aiguë qui pourrait justement le faire arriver à une situation, je dirais, très grave, très critique, au point où il va se mettre justement sous un respirateur ou sous un ventilateur. Alors, moi je me pose la question, comment, ou plutôt le téléspectateur pose la question, comment une simple grippe pourrait me faire arriver à cela? Quelles sont les différentes grippes qui peuvent, donc quels sont les conseils surtout qu'on peut faire passer justement à la population? Donc, le premier conseil, hein, c'est vraiment le vaccin antigrippal, surtout pour les patients à risque, c'est-à-dire les patients déjà avec des problèmes pulmonaires chroniques. Vous connaissez probablement les patients qu'on appelle les MPOC, hein, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, des patients qu'on appelle aussi l'emphysème, hein, les emphysémateux. On appelle aussi les bronchites chroniques. Donc, c'est des patients à risque. Les patients avec des problèmes cardiaques, c'est des patients à risque aussi. Donc, des patients qui ont déjà un poumon affaibli, déjà un poumon malade. D'ajouter un autre virus peut faire en sorte qu'il y a un problème inflammatoire, hein, de l'inflammation qui se met dans le poumon. Et l'inflammation peut amener une genre de cascade où on perd le contrôle de la cascade. Et pour une raison qu'on ne connaît pas encore très bien, le poumon réagit fortement et le poumon devient excessivement rigide. Il faut dire que ce n'est pas tout le monde. Hein. On peut avoir le même virus hein, et pas développer. Il ne faut pas avoir peur non plus. On ne développera pas nécessairement le SDRA qu'on parlait tantôt. Selon peut-être l'immunité de chacun. C'est ça. Hein. Donc, pour le même traumatisme, pour le même virus,
on n'arrive pas à la même finalité, c'est-à-dire avec le même niveau de gravité du poumon. Mais pour être sûr d'être à l'abri de ça, hein, on vous suggère fortement d'aller chercher la vaccination, encore plus pour les patients à risque. Et je vous dirais, même si les patients qui ne sont pas connus, emphysémateux, bronchite chronique, tous les patients fumeurs devraient en priorité aller chercher le vaccin antigrippal à chaque année. Chaque année. Il faut dire, hein, c'est à chaque année. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un vaccin qui dure 10 ans. Hein. Il faut le reprendre à chaque année parce que la source du virus, l'origine du virus change à chaque fois. Il y a une mutation. Il y a un changement de l'image ou plutôt de l'habit. Tout si à on fait. va utiliser peut-être cette expression très simple de l'habit du virus chaque année. Et je pense que vous venez donc de le préciser. C'est pour cette raison les professionnels de la santé donc préconisent justement une vaccination annuelle, tout simplement pour justement s'adapter à la nouvelle image de ce virus. Mais ma question, quelles sont les catégories des personnes qui sont réellement les plus recommandées à subir ou à avoir la vaccination? Est-ce que toute la population sans exception, de 0 âge jusqu'à 90 ans ou jusqu'à un siècle, ou plutôt une tranche de population assez particulière? Bon, c'est sûr qu'on cible des populations plus particulières. Idéalement, on pourrait dire monsieur et madame tout le monde, mais les enfants, hein, la population enfant, la population personnes âgées, comme vous avez bien mentionné, mais aussi les patients à risque, on parle aussi des femmes enceintes. Hein. Donc, les femmes enceintes, on doit les protéger et c'est une clientèle qu'on doit cibler pour la vaccination antigrippale. Très bien. Donc aussi, vous avez parlé de beaucoup c'est-à-dire de tares, si vous permettez, de maladies qui favoriseraient justement la manifestation de ces virus une fois qu'il y a la maladie, et puis le virus qui va se surajouter. Vous avez parlé de la MPOC, donc maladie pulmonaire obstructive chronique. Ça, c'est en Amérique du Nord, on dit maladie pulmonaire obstructive chronique. Alors en Europe, on dit BPCO. B, bronchopneumopathie obstructive chronique, BPCO, et donc c'est pareil, hein, c'est une appellation tout à fait européenne et puis une appellation nord-américaine. Je vous pose la question très simple, pourquoi il y a cette différence? J'ai pas d'explication. Il y a beaucoup de différences de terminologie entre la France et le Québec. On ne connaît pas trop l'origine, mais il y a des particularités comme ça. Hein, c'est ça. Donc, il faut s'adapter. Exact. Donc c'est pour que justement les professionnels de la santé ou toute la population puissent comprendre que c'est une question de terminologie, alors que le fond est pareil. Maladie MPOC ou BPCO, c'est tout à fait pareil. Tout à fait. Et par conséquent, moi aussi, une question, vous n'avez pas cité les asthmatiques. Est-ce qu'un asthmatique, justement, est un terrain sensible pour les grippes? Tout à fait, hein, parce que l'asthmatique, c'est une population cible hein, aussi pour les grippes. Et le virus peut décompenser, c'est-à-dire peut amener la crise d'asthme, hein, la manifestation de l'état du mal asthmatique. Donc, il faut dire que le patient asthmatique, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de virus, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'allergie, c'est un patient qui n'est pas malade. C'est un patient avec un poumon complètement normal. C'est un patient qui a la même capacité pulmonaire qu'un patient qui n'a pas de maladie. Par contre, le patient asthmatique aux prises avec un virus, aux prises avec un allergène, une allergie. Allergie, hein, il y en a beaucoup. On est dans la saison des allergies. Exact, hein. Exact. Et c'est pour ça que ce patient-là, on veut le protéger, hein, un peu comme vous avez dit, de mettre un peu l'habit pour éviter que le virus atteigne le poumon, parce que le poumon peut à ce moment-là répondre avec des manifestations qu'on ne désire pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'asthme? S'il y a un virus qui attaque le poumon, s'il y a un allergène qui attaque le poumon, on appelle le bronchospasme, c'est-à-dire les bronches, les tuyaux, hein, les tuyaux qui amènent l'air dans les poumons, vont se rétrécir. Et à ce moment-là, le patient peut tomber dans une crise d'asthme qui pourrait aller même une crise d'asthme sévère. Hein? Et sa vie pourrait être même en danger. Donc pour éviter ça, il faut absolument la vaccination. Hein. Donc il faut dire que la crise d'asthme, puisque vous parlez de la crise d'asthme, c'est tout simplement ces tuyaux, ces bronches, n'est-ce pas, qui vont rétrécir de diamètre. Tout à fait. Et par conséquent, l'air ne peut pas circuler. Tout à fait. Et donc si l'air ne circule pas, automatiquement, il n'y a pas suffisamment d'oxygène. C'est ça, et donc c'est ce qui fait que l'individu va essayer de chercher
l'air, chercher de l'oxygène, et donc on dit la crise d'asthme. Ouais. Donc c'est cela la crise d'asthme. Donc pour ceux et celles qui des fois posent la question, c'est quoi la crise d'asthme? Donc c'est voilà. Donc mais ma question c'est que est-ce que tous les asthmatiques ont besoin justement de vaccins? Est-ce que tous les asthmatiques devraient être vaccinés? Mais même l'asthmatique qui est considéré asthme léger, hein, parce qu'il y a 3 niveaux d'asthme, léger, modéré, sévère, et on doit mettre à l'abri, on doit protéger toutes les catégories d'asthme. Toutes les catégories d'asthme. Donc, on préconise le modéré sévère, hein, ça, il faut le faire d'emblée, mais on doit penser aux légers aussi. On recommande même aux asthmatiques légers d'être protégés au niveau de la vaccination. Donc, il faut dire hein, la chose, je pense que j'imite assez bien le son qu'on entend chez un patient asthmatique. Hein. Je vais vous faire peut-être entendre, je ne sais pas si le micro... Ça, c'est très important, oui, oui. Si vous entendez ça, là... Justement, oui. Donc, vous entendez un peu un sifflement, hein, ça cille. Ça témoigne que les tuyaux que vous avez bien décrits sont vraiment rétrécis, qui fait en sorte, c'est comme si on met la bouche très pointue, hein, on fait un sifflet avec la bouche quand on fait un sifflement, lorsque vous sifflez dans la rue, mais si les bronches sont très rétrécies, mais ça va amener un son qui est audible à l'oreille. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui est en détresse, qui est essoufflé, qui ne respire pas bien, puis vous entendez le son que je viens de produire. Donc ce son est un très bon témoin, justement, c'est un très bon témoin qui témoigne de cette gêne, comme on dit ici au Québec, on dit la gêne respiratoire, et en Europe, on dit la difficulté respiratoire. Tout à fait. Donc voilà, pour qu'on va essayer de se faire comprendre pour la terminologie, c'est très important. Ouais. Alors oui, évidemment, si je comprends aussi à travers cette crise d'asthme, si cette crise d'asthme n'est pas évidemment soit, disons, pas prise à temps, ou pas bien traitée, est-ce que cette crise d'asthme pourrait nous amener justement à se retrouver un jour, malheureusement, sous un respirateur? Oui, malheureusement. Hein. Et on appelle ce niveau d'asthme-là l'asthme aigu grave. Et le patient qui arrive aux urgences avec un asthme aigu grave, c'est un patient qui va avoir besoin, qui va avoir recours à la machine qu'on parlait tantôt, il va avoir recours au tube qu'on doit insérer dans la trachée, à la machine dont on doit connecter pour prendre en charge la respiration du patient. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui, en 2018, des patients qui ne sont pas en mesure de reconnaître leurs symptômes. Et les patients qui vont utiliser, je vais vous montrer, qui vont utiliser la pompe, hein, ou en anglais le puffer, hein, qui est une petite pompe bleue comme ça qu'on appelle un bronchodilatateur. On a dit tantôt que l'asthme, c'est la constriction, les bronches qui se contractent. Et lorsqu'on donne ce médicament-là, vous allez peut-être voir, là, si la caméra est assez bien, vous allez voir la petite poudre apparaître. Je vais le faire une deuxième fois pour être sûr que la caméra est capable de capter. Donc, le patient va respirer ce médicament-là, et ce médicament-là va dilater, va ouvrir les bronches. Voilà. Mais le patient qui arrive très gravement malade, c'est un patient où il va répondre très peu à ce médicament-là. Étant donné que le patient ne répond pas très bien aux bronchodilatateur, aux médicaments qui dilatent, malheureusement, on va devoir les intuber et les ventiler. Et à ce moment-là, encore aujourd'hui, il faut dire, puis c'est important de le dire, c'est que les patients qui ne sont pas en mesure de reconnaître leurs symptômes, qui arrivent aux urgences en asthme aigu grave, donc un bronchospasme, dont les bronches sont très serrées, hein, voilà. Très serrées, c'est des patients qui vont mourir encore aujourd'hui de leur asthme, même si on connaît très bien la façon de traiter l'asthme, la façon d'éviter les crises d'asthme. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent de l'asthme, malheureusement, et on parle de jeunes patients. On parle de jeunes patients dans la vingtaine où ne sont pas capables de reconnaître les symptômes. C'est quoi de ne pas reconnaître les symptômes? C'est un patient qui n'est pas en mesure de dormir la nuit sans se réveiller par des symptômes respiratoires. C'est un patient qui n'est pas capable de faire ses activités normales, quotidiennes. C'est un patient qui abuse, hein, qui va consommer beaucoup de cette pompe-là. Et finalement, ce patient-là ne reconnaît pas ses symptômes, ne consulte pas au bon moment. Et lorsqu'il consulte, mais il est quasi déjà dans un trop tard, dans un état qui est quasiment qu'on appelle irréversible, malheureusement. Il faut le dire, donc, le rappeler peut-être à ceux qui
qui peut-être ne comprennent pas cette terminologie d'intubation. L'intubation veut dire tout simplement qu'on va mettre un tube dans la gorge, c'est-à-dire dans la trachée du patient, qui va être tout simplement relié à un appareil, un ventilateur, qu'on appelle un respirateur, et qui va respirer, qui va aider justement l'individu, la personne, le patient, à respirer. Et donc, c'est une situation que l'on souhaite à personne. Oui, tout à fait. Que l'on souhaite à personne. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle il faut donner la priorité, que je dirais, la priorité de la priorité, c'est la prévention. C'est la prévention. Et aussi, surtout, respecter le traitement régulier et adhérer, justement, à la thérapeutique. C'est vrai que lorsqu'on est en plein jeune âge, on est un peu résistant et on se dit que ça va passer, j'ai une petite douleur, une petite toux, mais je résiste. Et par conséquent, je ne vais pas consulter. Et je pense que c'est cette aussi erreur qui fait que, malgré notre âge, on pourrait justement arriver à une situation, je dirais, critique, voire même, malheureusement, des fois irréversible, et des fois qui peut nous amener réellement au décès, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc, je pense que, en matière de prévention, qu'avez-vous, c'est-à-dire à dire, et quels sont vos moyens pour justement développer cette prévention dans votre, par exemple, à travers les journées que vous organisez ou à travers la société, justement, de la ventilation artificielle? Donc, plusieurs volets. Donc, tout passe par la pédagogie, l'enseignement des professionnels de la santé qui, eux, vont pouvoir enseigner aux patients et de pouvoir leur donner qu'est-ce qu'on appelle un plan d'action. C'est important pour les asthmatiques un peu plus sévères, d'avoir un plan d'action qui leur permette de reconnaître leurs symptômes et qui leur permette aussi de dire quoi faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter de se rendre aux urgences, qu'est-ce qu'il doit faire pour renverser le problème dans le poumon, le problème dans les tuyaux, dans les bronches. Donc, souvent, quand le patient, ça passe par une bonne compréhension de la maladie. Le meilleur expert de la maladie, c'est le malade. Et non le professeur. Comprend bien réellement ce qui ne va pas chez lui. Donc, nous, comme professionnels de la santé, on doit rendre le patient expert de sa maladie, qui va tellement bien comprendre sa maladie, qui est capable de gérer sa maladie par lui-même, sans consommer les soins d'hôpitaux, sans consommer le médecin, sans consommer... Vous savez, on est en surconsommation des soins de santé. Donc, si on est capable de rendre les patients experts, autonomes dans la prise en charge de leur maladie, bien, on vient de sauver beaucoup de consultations. Absolument. Beaucoup de consultations. Et justement, donc, ma question que je voulais aussi poser et qu'on pose souvent, c'est-à-dire pour un asthmatique, et d'ailleurs c'est une question que je rencontre, je dirais, régulièrement. Est-ce qu'on guérit l'asthme? C'est la question. Est-ce que l'asthme est une maladie guérissable? Oui, c'est un gros sujet. C'est ça. C'est une question que j'ai toujours eu durant toute... Oui, c'est un gros sujet. Donc, l'asthme se traite. Il y a eu aussi des gens où l'asthme disparaît avec le temps. L'asthme peut disparaître parce que ici, l'asthme est d'origine allergique et l'allergie disparaît avec le temps, mais ça peut arriver que l'asthme va disparaître. Mais avec les médicaments actuels, on ne peut pas guérir l'asthme avec les médicaments actuels. Donc, ça va être toujours considéré comme étant une maladie chronique. Oui. En fait, comme d'autres maladies qu'on doit évidemment gérer régulièrement, quotidiennement, toute notre vie. Je cite par exemple le diabète, etc. Donc, oui, c'est la réponse, c'est qu'on ne guérit pas l'asthme, si je ne me trompe pas, mais on peut justement stabiliser l'asthme et à ce que faire disparaître, on peut dire, les crises pendant 2 ans, 3 ans. Tout à fait. Voilà, et les critères. Mais parler d'une guérison totale, je pense que cela, il faut... c'est une question, malheureusement, je dis bien, qui revient souvent
au niveau de la population et même au niveau des fois des professionnels de la santé. Donc, de l'asthme aussi, si je ne me trompe pas, il y a aussi l'apnée du sommeil. Oui. Ah, il y a des personnes qui souffrent justement disons, des difficultés durant le sommeil et au point où ils vont arriver à certaines situations, ils ne peuvent plus respirer bien comme il faut, convenablement durant leur sommeil. C'est ce qu'on appelle l'apnée, ça veut dire absence de respiration durant le sommeil. Alors, qu'avez-vous à nous dire aussi, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être moi, je ne sais pas, qui ont l'apnée du sommeil, mais qui s'ignorent. Tout à fait. Donc, il faut dire que tout d'abord, c'est la maladie du siècle au niveau respiratoire. Hein? C'est une maladie qui consomme énormément de consultations aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de patients qui s'ignorent. C'est très important. Souvent, le premier indicateur, c'est le conjoint-conjointe à côté de vous pendant le sommeil. C'est-à-dire, souvent, le profil d'un patient en apnée, c'est un patient qui a un surpoids. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein? On parle d'un patient maigre qui peut quand même être atteint d'apnée sommeil. Donc, on parle d'un patient avec un surpoids, on parle d'un patient qui ronfle. Bon, ça, c'est souvent masculin, hein, le ronflement. Donc, les dames à la maison vont pouvoir peut-être le constater, le conjoint qui ronfle beaucoup, mais surtout la conjointe qui constate également un arrêt des ronflements. Et elle regarde le conjoint subtilement, puis c'est pas juste l'arrêt des ronflements, il ne respire plus. Il y a un arrêt respiratoire, une pause, comme on parle. Et à un moment donné, la personne reprend son souffle sans se réveiller. Donc, ça, c'est un témoin, hein, c'est un symptôme, c'est un élément important qui pourrait amener à une consultation. L'autre chose, donc, ça peut être constaté par le conjoint-conjointe, mais aussi la personne atteinte d'apnée du sommeil. C'est une personne qui a de la difficulté, pas beaucoup d'énergie, c'est une personne qui s'endort pendant la journée. C'est une personne juste en attente de la lumière rouge. Imaginez, là, c'est pas très long, la lumière rouge, pour attendre la lumière verte. Hein. Donc, c'est une personne en attente sur la lumière rouge qui peut soudainement dormir. C'est une personne qui n'est pas capable en soirée, après le souper, de maintenir les yeux ouverts pour écouter une émission de télé en entier. Il ne peut pas nous écouter. Pendant 50 minutes, hein, ça fait 10 minutes qu'il dort. Hein, déjà, il s'est endormi. Donc, ça, c'est des signes qui témoignent. Donc, c'est dangereux parce qu'on peut imaginer que ce patient-là peut dormir sur la route. Ça peut causer des accidents importants qui pourraient causer... mais c'est des problèmes respiratoires, mais qui peuvent amener aussi des problèmes cardio-respiratoires. Donc, ça peut affaiblir le cœur aussi. Parce qu'imaginez, à chaque fois qu'il y a une pause respiratoire, qu'il y a un arrêt respiratoire, mais le taux d'oxygène dans le sang diminue. Et à chaque fois que le taux d'oxygène diminue dans le sang, votre cœur va tenter de compenser. Comment le cœur peut compenser? Il va commencer à s'accélérer. Il compense le manque d'oxygène dans le corps. Fait que là, votre cœur, vous êtes en train de dormir. Donc, vous imaginez, vous dormez, absolument, vous êtes relax, vous êtes au repos. Le cœur devrait diminuer en termes de vitesse. En termes de travail. En termes de travail. Mais à chaque fois que la personne est en pause respiratoire et l'oxygène diminue, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il va accélérer. Il accélère. Il accélère. Donc, imaginez si la personne a fait plusieurs pauses dans la nuit. Le cœur qui a fait ça toute la nuit, à cette vitesse-là, le patient, c'est comme s'il a couru l'équivalent d'un marathon. D'un marathon, oui. Marathon de Montréal. Le marathon de Montréal. Donc, c'est comme s'il a couru 42,2 km. Est-ce que cette personne va être très en forme le lendemain? Non. On peut expliquer facilement pourquoi le patient n'a pas d'énergie, pourquoi la personne... Des maux de tête? Des maux de tête également, donc des symptômes physiques. Le patient va s'endormir n'importe où. Donc, c'est des problèmes importants qui vont amener aussi une augmentation de la tension artérielle. Hein, si les patients ne sont pas traités au niveau des arrêts respiratoires pendant le sommeil, ça peut expliquer aussi les augmentations de tension artérielle. Donc, hein, ça, il faut faire attention. Et ça peut amener aussi des problèmes chroniques qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Le cœur devient insuffisant.
pas capables de faire le travail adéquatement. Donc, ouais, c'est complexe, mais il faut traiter. Donc c'est prouvé maintenant que l'apnée du sommeil pourrait entraîner d'autres maladies. Oui, oui, tout à fait. Donc, pourrait entraîner justement des maladies cardiaques, des maladies vasculaires. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous essayons, n'est-ce pas, à sensibiliser sur cette question-là et surtout aussi encourager les personnes, je dirais pas comme moi, parce que moi je ne ronfle pas, mais les personnes qui justement présentent des problèmes durant le sommeil, n'est-ce pas, et qui ont des signes, d'aller consulter ou d'aller justement se faire dépister si ils ne font pas ce que nous appelons l'apnée du sommeil. C'est très important. Et pourquoi donc nous avons asthme, apnée, puisque pratiquement des problématiques qui donnent la difficulté de la respiration. Et donc, est-ce que l'apnée du sommeil est fréquente chez certaines personnes par rapport à d'autres? Bon, comme on disait en introduction, c'est beaucoup les patients obèses. Beaucoup les patients obèses. C'est les patients qui sont plus à risque d'avoir un surpoids, les patients qui sont plus à risque d'avoir de l'apnée du sommeil. Donc, c'est à peu près la catégorie, mais ça n'exclut pas d'autres types de patients qui auraient cette problématique-là respiratoire. Donc, le premier de la chose à retenir, c'est le premier témoin, c'est le conjoint à côté qui va dépister en premier lieu. Faites une consultation, vous allez voir, le médecin va avoir un questionnaire très précis pour vous amener à faire un dépistage, s'il y a lieu, de l'apnée du sommeil. Et vous en connaissez probablement déjà à la maison des gens. Vous connaissez déjà des gens aux prises avec l'apnée du sommeil. Tous les gens qui dorment avec une machine, on dit machine, le petit appareil à côté au chevet, qu'on appelle la CPAP. Si vous connaissez des patients qui dorment avec une machine, avec un masque au niveau du nez, c'est des patients qui sont traités d'apnée du sommeil. Traités de l'apnée du sommeil. Et donc, c'est des personnes qui vont être traitées par ces machines, c'est-à-dire qu'il va pousser de l'air, si j'imagine. Donc, c'est des machines qui tout simplement sont réglées par justement des spécialistes tels que les inhalothérapeutes qui vont régler ces machines, qui vont leur donner une pression, n'est-ce pas, et qui va pousser pour ouvrir les voies aériennes et pour permettre une bonne, si je ne me trompe pas, oxygénation, pour que l'oxygène puisse rentrer dans le corps, dans le sang, et lorsqu'il rentre dans le sang, il faut qu'il soit distribué à tous les organes, et que tous les organes reçoivent suffisamment d'oxygène. C'est ce qu'on appelle CPAP, veut dire c'est la pression positive continue, si je ne me trompe pas. La pression positive continue, c'est-à-dire on pousse une pression positive d'une manière continue qui va ouvrir les voies aériennes et qui va rentrer dans les poumons pour vraiment les libérer. C'est un peu comme l'autoroute 40 lorsqu'elle est fluide. On est très content, on accélère. Mais j'ai peut-être un autre exemple pour monsieur, madame à la maison. C'est très simple. Imaginez, je ne vous dis pas de faire ça demain matin, mais juste pour vous donner une image. C'est la même chose si vous roulez 120 km/h sur la route. Je demande plus au passager de le faire que le conducteur. Donc, on imagine le passager, le conducteur roule à 120 km/h. Donc, ça ne respecte pas les limites au Québec, donc faire attention, c'est 100 km/h. Donc, on demande au passager d'ouvrir sa fenêtre et de sortir sa tête à l'extérieur. Et tout le vent qu'il va recevoir, c'est ça la CPAP, c'est ça la pression continue dans les voies aériennes. Donc, si vous pouvez tenter l'expérience, ça va vous faire comprendre. Le patient dort avec quoi? C'est quoi une pression dans le poumon? Ça va vous donner l'idée, c'est quoi? C'est ça. Donc, il y a réellement une pression qui va ouvrir toutes les voies et donc une bonne oxygénation. Et aussi permettre aux patients de bien ventiler, c'est-à-dire de faire sortir son CO2. Et voilà donc justement les personnes qui utilisent ces machines. C'est vrai, on a toujours tendance à poser des questions des fois lorsqu'on voit des personnes qui dorment avec des machines. On dit c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Alors qu'en fait, c'est des machines qui aident l'individu à respirer. Mais ma question aussi, est-ce qu'on peut guérir de l'apnée du sommeil? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Donc, on doit se traiter par la machine. Par contre, il faut dire qu'un patient qui maigrit beaucoup, ça pourrait arriver qu'on va atténuer l'apnée du sommeil s'il y a des habitudes de vie qui changent également. Mais la plupart du temps, c'est quand même une maladie quasi chronique où les patients doivent respirer avec la machine pendant toutes les nuits pour éviter
les symptômes, tels que la fatigue. C'est le symptôme le plus important. Donc, imaginez, la chose qui est importante, c'est que, imaginez les camionneurs, hein, s'il y a des gens qui font ce boulot-là, qui font ce travail-là, les gens reconnaissent très bien les symptômes. Ils s'imaginent qu'ils ont peut-être cette problématique-là. Ils évitent la consultation. Ils vont éviter la consultation parce que pour eux, leur gagne-pain, c'est leur camion. C'est la conduite. Ouais. Et s'il y a un diagnostic d'apnée du sommeil dans leur dossier, mais ça peut nuire à leur travail et même perdre leur travail malheureusement. Donc, il y a encore beaucoup de patients qui évitent la consultation. Parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Oui. Donc, mais malgré ça, il faut quand même consulter pour éviter de causer des accidents non désirés. Hein. Justement, pour peut-être éviter aussi à ce que la personne ne pas consulter, puisqu'il va avoir peur d'avoir justement ce diagnostic. Alors, y a-t-il, mis à part ce traitement, je dirais, médical avec la machine, y a-t-il un traitement définitif de cette apnée du sommeil, tel que chirurgical, par exemple? Il y a la chirurgie qui a encore des preuves à faire, effectivement. Il y a tous les dentistes qui proposent aussi au niveau du maxillaire, d'avancer le maxillaire. Il faut faire attention là-dessus aussi, donc la population qui tente d'aller consulter les dentistes pour avoir, j'ai juste le terme en anglais, mais mouthpiece, je ne sais pas si tu as la pièce qu'on mord. Oui, la pièce qu'on mord pour avancer le maxillaire. Il faut faire attention, il y a beaucoup de charlatans qui vont faire des investigations à moindre prix, mais il faut vraiment consulter les vrais spécialistes parce que si vous consommez quelqu'un qui n'a pas vraiment la certification, la formation, vous allez avoir des conséquences importantes, encore plus importantes. Donc, dysphagie, problématiques avec vos dents, vous allez devoir vous faire arracher les dents. Beaucoup d'autres conséquences fâcheuses. Oui, parce qu'on n'a pas consulté le bon professionnel. Oui, ça peut quand même aider à avancer le maxillaire. La chirurgie aussi, ça ne réussit pas à tout le monde. Par contre, la CPAP, quand les gens tolèrent la machine avec le masque, ça fait du bien à tout le monde. La chose aussi qui est simple, pour le patient qui dort qu'un ronflement, souvent le ronflement, il est vraiment pire en position dorsale. Il va s'amoindrir si on se couche sur le côté. Sur le côté, oui. Donc, la pire position pour les ronflements, c'est sur le dos. Donc, la chose qui est intéressante, qui ne coûte pas très cher, pas très dispendieuse, c'est de dormir avec une balle de tennis attachée dans le dos. Hein? C'est ça. Donc, à chaque fois que vous avez une balle de tennis... Ça, c'est des astuces qui vont nous oui, aider. Là, on est mal avec une balle de tennis qui nous oblige à nous ramener sur le côté pour éviter le ronflement. Justement, donc, puisqu'on arrive malheureusement à la fin de notre émission, et ça passe vite, hein, donc, donc ce qui fait, on a fait un peu le tour de la question, surtout concernant ces difficultés respiratoires, que ce soit l'apnée, l'asthme, etc. Alors, moi, je préfère vous donner, évidemment, le mot de la fin donc, de cette rencontre. Qu'avez-vous à nous dire, justement, ou qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs en 30 secondes concernant surtout ces problématiques qui d'abord nécessitent une prise en charge, une prévention, etc. Bien, je pense que vous l'avez déjà mentionné. La première chose, le premier mot qui me vient en tête, c'est la prévention. La prévention. Quand on parle de l'asthme, c'est de devenir l'expert de sa propre maladie pour prendre en charge notre maladie, pour éviter tous les symptômes en appliquant les conseils des professionnels de la santé pour éviter de consommer, de consulter les soins de santé. Et concernant l'apnée du sommeil, il faut premièrement avouer qu'on a un problème, parce que souvent le reconnaître, parce que le conjoint va dire « tu ronfles, tu fais des pauses ». Ah non, tu ronfles, tu fais des pauses, tu n'as pas d'énergie. À un moment donné, il faut se l'avouer aussi qu'on a un problème et de pouvoir le reconnaître et d'aller chercher l'aide, c'est-à-dire les outils pour... votre vie va changer. Hein?
votre vie va changer à tout jamais. Complètement, ouais. Complètement. Vous allez avoir plus d'énergie, vous allez dormir mieux, etc. Donc, votre vie va complètement changer. Et j'ai un autre petit conseil avant de terminer. Les maladies respiratoires sont très liées au tabagisme. Donc, ah oui, ça, on ne cesse de le répéter. Le tabac, faut la cigarette. absolument prendre tous les outils nécessaires pour faire l'arrêt tabagique. Et pour moi, ça va m'enlever beaucoup de travail, mais pour vous, ça va vous donner la santé. Très bien, je vous remercie beaucoup, professeur Stéphane Delisle. On ne cesse justement, et c'est pas du tout suffisant, 1 heure pour justement aborder la grande problématique des maladies respiratoires d'une manière générale. On a fait un peu, disons, un tour superficiel concernant peut-être disons, des grands conseils qu'on peut donner concernant l'asthme, concernant aussi justement l'apnée du sommeil. Mais qu'avez-vous aussi à dire, un petit mot concernant aux professionnels de la santé à propos de la Société internationale de ventilation artificielle? Donc, je vous invite à peut-être aller sur le site, c'est pas très compliqué, c'est SIVA, SIVA-QC.org, et vous allez avoir toute l'information de la Société internationale de la ventilation artificielle, qui regroupe 2 grands termes. Donc, un terme de pédagogie. Vous allez voir le DIVA, qui est le Diplôme international en ventilation artificielle, qui va avoir lieu en septembre 2018 au Centre de recherche CHUM. Sous le volet pédagogique, vous avez aussi la JIVA qu'on a parlé brièvement, qui est la Journée internationale en ventilation artificielle. Et vous allez voir aussi sur le site web, donc il y a le volet pédagogie, mais il y a un volet recherche. Dans le volet recherche, vous allez avoir un onglet qui s'appelle le Caviar, et c'est notre groupe de recherche là, qui travaille sur l'arrêt cardiaque et la ventilation. Vous allez avoir toutes les publications, vous allez avoir toutes les informations, toutes les activités de notre société savante. Donc, pour les professionnels de la santé, on vous attend en septembre prochain pour le prochain diplôme. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez répéter le site? Oui, le site, donc, c'est important. SIVA, il faut faire attention, c'est SIVA-QC.org. Et vous allez avoir toute l'information des activités de la Société savante. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Hein, c'était très agréable. Un honneur et un plaisir, très agréable. Professeur Stéphane Delisle. Avec cela, on vient justement au terme de notre émission, et ce n'est qu'un début. Ouais. Hein. Donc, vous allez certainement revenir. Nous allons certainement, nous, se déplacer sur le terrain pour justement aussi faire des reportages sur le terrain avec d'autres, avec vous, avec d'autres professionnels, pour parler justement des problématiques qui touchent surtout de près ou de loin la population d'une manière générale, d'autant plus qu'on est aujourd'hui sans frontières sur cette chaîne de télévision, la télévision de la diversité, la STD, la voix de la diversité, votre voix. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée.